Le XXe siècle a été le siècle des camps. Dès 1905, ceux de l'Allemagne en Namibie et des Britanniques en Afrique du Sud. Les camps soviétiques, futur archipel du Goulag en 1918. Puis, dans les années 1930, les camps de Salazar au Portugal, de Franco en Espagne et ceux de l'Allemagne nazie. La France aussi a eu ses camps. En France, sous le régime de Vichy, des hommes ont été soumis au travail forcé, privés de liberté, sous la surveillance constante d'anciens soldats de l'armée française. Certains d'entre eux sont morts des suites des mauvais traitements reçus, de l'absence de soins, de vêtements, de nourriture décente ou encore du froid. Ces camps de travail de Vichy sont un pan oublié de notre histoire que je vais tenter de vous raconter ici. Au cours de la première moitié du XXe siècle, la France a accueilli de nombreux étrangers. Les réfugiés arméniens chassés par les Turcs, les Russes blancs qui fuient la révolution bolchevique. Avec l'arrivée au pouvoir de Hitler s'y ajoutent les populations qui fuient le nazisme. Environ 40 000 Allemands à partir de 1933, auxquels s'ajoutent 6 000 Sarrois après le plébiscite de 1935, 8 000 Autrichiens à la suite du rattachement de l'Autriche au Reich en mars 1938, mais aussi des Tchécoslovaques après l'annexion des Sudètes en octobre 1938. Puis les réfugiés espagnols arrivés au cours de la Retirada en février 1939. J'ai consacré à ce sujet la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la regarder. Ils constituent la grande majorité des réfugiés politiques présents en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En avril 1939, la majorité des réfugiés espagnols restés en France sont encore internés dans les camps de fortune construits sur les plages de Méditerranée, dans les Pyrénées-Orientales. Dans le même temps, le ministère du Travail est en difficulté pour recruter la main-d'œuvre nécessaire aux usines de la défense nationale. À la veille de la guerre, il dispose seulement de 50 000 chômeurs aptes, alors que les poudreries en particulier manquent de bras. Émerge alors l'idée de recruter des réfugiés étrangers pour remplacer les travailleurs mobilisés. Le gouvernement Daladier décide de lier le droit d'asile pour les réfugiés politiques à une mobilisation économique sous forme de prestations obligatoires. Un décret-loi du 12 avril 1939 impose aux étrangers bénéficiaires du droit d'asile ou apatrides de pouvoir faire l'objet de réquisitions individuelles ou collectives. Qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Eh bien que les réfugiés qui veulent rester en France vont être contraints de travailler pour la France. Ils seront obligés de rejoindre des structures d'encadrement des travailleurs qui vont être appelées compagnies de travailleurs étrangers ou CTE. Sur ordre de l'état-major, les premiers CTE sont constitués le 20 avril 1939 avec des internés des camps des Pyrénées-Orientales. 53 compagnies sont rapidement constituées pour encadrer 13 000 hommes volontaires. Ces compagnies de travailleurs étrangers, créées en 1939, Vichy va en hériter en juillet 1940. En juillet 1939, le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, demande que l'on procède au comptage des demandeurs d'asile qui séjournent en France. Ils sont convoqués par affiche et invités à se présenter dans un délai de 20 jours au commissariat ou à la mairie. Passé ce délai, ils perdront systématiquement le droit d'asile. Au cours de l'entrevue, une fiche personnelle va être remplie et les demandeurs d'asile seront obligés de signer une déclaration dans laquelle ils s'engagent à fournir le travail prévu par le décret-loi du 12 avril 1939. Tout refus est automatiquement signalé et les réfractaires seront reconduits dans les camps après une garde à vue. À partir d'avril 1939, les camps d'internement des Pyrénées-Orientales se vident progressivement. Les étrangers internés sont embauchés soit en compagnie encadrée, soit individuellement. Les embauches individuelles débutent en mai 1939 après une circulaire du ministère du Travail qui invite à recruter les agriculteurs espagnols parmi les internés. Des agriculteurs français viennent dans les camps et les hommes sont choisis derrière les barbelés selon leur constitution physique, ce qui est ressenti par les internés comme une véritable humiliation. Ainsi, le républicain espagnol Antoine Miró raconte qu'on tâte leurs muscles comme si l'on choisissait un esclave ou une bête de somme.
Des entreprises prospectent aussi et vont recruter plusieurs milliers de mineurs et d'ouvriers pour l'industrie parmi les internés des camps. Au total, 40 000 ouvriers espagnols seront recrutés individuellement pour l'agriculture et pour l'industrie. Ils peuvent souvent faire venir leurs familles dans les fermes ou les cantonnements fournis par les employeurs. Une seule restriction leur est imposée, l'interdiction de s'éloigner du lieu de résidence sous peine de renvoi dans les camps du sud de la France. Les compagnies de travailleurs étrangers sont organisées sur un modèle militaire. Les travailleurs étrangers qui les composent sont recrutés par engagement volontaire ou par voie d'appel. Chaque compagnie comprend 250 hommes et uniquement des hommes puisque femmes et enfants ont été envoyés dans des centres d'hébergement pour réfugiés répartis sur tout le territoire français. L'encadrement est assuré par des officiers de réserve de l'armée française. Généralement, il se compose d'un officier, 6 sous-officiers, une dizaine de caporaux auxquels s'ajoutent des subalternes, interprètes, cuisiniers, chauffeurs, choisis parmi les travailleurs étrangers. L'armée va leur fournir une tenue de couleur marron tirée de ses stocks. La surveillance est assurée par des gardes républicains mobiles et des tirailleurs sénégalais. Chaque compagnie de travailleurs étrangers est équipée en matériel de transport et de cuisine, certaines ont même des camionnettes. Les travailleurs étrangers ont droit à des permissions de 3 jours et à la gratuité des transports. Pour éviter les évasions, des rondes sont organisées jour et nuit avec des sentinelles. Les travailleurs étrangers punis sont incarcérés dans leur cantonnement. Tout contact avec les habitants leur est interdit. Pour les visites, on installe des parloirs dans les camps. Les déserteurs sont signalés à la Sûreté nationale et transférés après arrestation au camp répressif du Vernet. Malgré un salaire théorique de 50 centimes par jour, les travailleurs étrangers des compagnies de travailleurs étrangers ne sont pas payés. Ainsi, le 7 juillet 1939, 2 compagnies espagnoles stationnées dans le camp d'Agde refusent de fournir ce que les travailleurs étrangers qualifient déjà de travail forcé. Une circulaire du 30 août 1939 prévoit le rassemblement des ressortissants des pays ennemis de la France dans des centres spéciaux. Cette mesure s'applique aux ressortissants du Reich dans ses frontières du 1er septembre 1939. Ce sont donc des Allemands, mais aussi des Autrichiens, des habitants de Danzig, des Tchécoslovaques qui sont concernés par cette circulaire. Au total, entre 18 000 et 20 000 personnes, dont beaucoup sont de confession juive, sont arrêtées et internées par voie administrative, c'est-à-dire sans interrogatoire ni moyen de défense. Ils sont rassemblés dans un premier temps dans les stades de la région parisienne, le stade de Colombes, celui de Roland-Garros, puis ils sont transférés dans une centaine de lieux d'internement dans toute la France. Ce sont des hangars, des écoles, des colonies de vacances, des prisons, des cinémas désaffectés, souvent dans des conditions très précaires. Comme tous les étrangers détenus en France, ils intégreront plus tard les camps de travail de Vichy qu'on abordera dans la partie suivante. Le nombre de compagnies de travailleurs étrangers ne va pas cesser d'augmenter jusqu'à la défaite française de juin 1940. En décembre 1939, 76 500 travailleurs étrangers sont utilisés pour l'effort de guerre, dont 41 000 au sein des compagnies de travailleurs étrangers, 30 000 placés individuellement et 5 500 engagés dans l'armée française. Ne restent dans les camps d'internement du Sud que 4 000 anciens membres des brigades internationales et 8 000 inaptes, malades et amputés. Après la déclaration de guerre, les incorporations dans les compagnies de travailleurs étrangers vont prendre le caractère d'un recrutement d'office et ne seront plus basées sur le volontariat. L'enrôlement dans les compagnies de travailleurs étrangers devient obligatoire par le décret du 13 janvier 1940. Tous les internés âgés de 20 à 48 ans doivent alors intégrer une compagnie de travailleurs étrangers. Le ministère du Travail interdit en mars 1940 tout détachement individuel. L'incorporation d'office dans une compagnie de travailleurs étrangers devient alors la règle. Pendant l'offensive allemande, beaucoup de compagnies se retrouveront en zone de combat en mai 1940 et doivent se replier précipitamment. D'autres vont même participer directement au combat, le plus souvent volontairement. Certaines se retrouvent dans la poche de Dunkerque. Capturés par la Wehrmacht, leurs travailleurs étrangers sont transférés dans des camps de prisonniers de guerre en Allemagne. Les plus déterminés à échapper aux Allemands sont les anciens membres des brigades internationales. Leurs craintes sont amplement justifiées.
Après la défaite, l'armée allemande capture plusieurs milliers de travailleurs espagnols en zone occupée et va les interner dans les camps en France. Les travailleurs étrangers sont de nouveau dirigés vers les camps d'internement. En août 1940, le général Colson, secrétaire d'État à la guerre, informe le général Weygand, ministre de la Défense, que l'armée d'armistice ne peut plus assumer la responsabilité de la surveillance des étrangers internés. En septembre 1940, Hitler donne un ordre direct, celui de transférer tous les Espagnols directement dans un camp de concentration. Ils seront les premiers déportés de la France occupée, 7200 d'entre eux seront envoyés à Mauthausen, dont 5000 ne reviendront jamais. Après la défaite, le régime de Vichy hérite de la Troisième République la responsabilité des étrangers internés dans les camps du sud de la France et ceux incorporés dans les compagnies de travailleurs étrangers. L'exode a de plus provoqué la venue en France de plusieurs milliers de réfugiés belges, hollandais, luxembourgeois. Parmi eux, environ 40 000 sont de confession juive. La zone non occupée héberge ainsi une population étrangère qui représente pour Vichy à la fois une menace pour l'ordre public, mais aussi une concurrence pour les ouvriers français sur le marché du travail, alors même que le régime de Vichy doit faire face à un chômage très important. L'occupation et la guerre perturbent aussi les réseaux économiques, ce qui crée une baisse d'activité et du chômage. En plus de cela, il faut pallier à l'absence d'1,5 million de prisonniers internés dans les Stalags en Allemagne. La solution apportée par Vichy va consister à déclarer les étrangers par une loi du 27 septembre 1940 en surnombre dans l'économie française et à les rassembler dans des groupements d'étrangers. Cette loi introduit un travail obligatoire pour les étrangers en France. En octobre 1940 se tient une réunion rassemblant les ministères du Travail, de l'Intérieur et des Affaires étrangères au sujet des réfugiés étrangers présents en France. Cette réunion se conclut par la décision suivante. À partir du moment où un réfugié ne peut pas subvenir à ses besoins, il devra choisir entre rentrer dans son pays d'origine ou être interné dans un camp. Suite à cet accord, les compagnies de travailleurs étrangers, jusque-là sous le contrôle de l'armée, passent sous celui du ministère du Travail. Elles dépendront d'une nouvelle structure, le Commissariat à la lutte contre le chômage. Les travailleurs étrangers redeviennent des civils, incorporés dans des unités de travail structurées, plus ou moins militairement, mais gérées civilement. Les groupements de travailleurs étrangers vont donc commencer à fonctionner à partir de novembre 1940. En décembre 1940, le ministre de l'Intérieur, Marcel Pérouton, informe les préfets sur les catégories d'étrangers à placer dans ces groupements de travailleurs étrangers. Tous les travailleurs étrangers déjà présents dans les compagnies de travailleurs étrangers, tous les réfugiés politiques, apatrides ou expulsés, tous les réfugiés étrangers dépourvus d'un emploi et tous les internés dans les camps du ministère de l'Intérieur, Bram, Argelès, Agde et Gurs. Le même mois, le ministère de l'Intérieur ordonne la création d'un camp de triage pour les étrangers interpellés par la police sur le territoire de la zone sud. Ce sera le camp de Sept-Fonds. À la suite d'un examen médical et d'une enquête de moralité, les étrangers arrêtés conduits à Sept-Fonds sont divisés en 3 groupes. Les inaptes qui partent dans un camp d'hébergement, les dangereux envoyés dans un camp répressif et ceux déclarés aptes au travail qui partent pour un groupement de travailleurs étrangers. Combien de travailleurs étrangers ont été incorporés dans les groupements de travailleurs étrangers sous le régime de Vichy ? Eh bien, c'est impossible à dire. Il a existé environ 200 GTE, mais dont les effectifs ont constamment varié, bien au-delà de celui théorique de 250 hommes par groupement. Sans compter les évasions, libérations, transferts, c'est très complexe de suivre le nombre d'étrangers internés dans ces structures. À leur création, en novembre 1940, les GTE comptaient 40 000 travailleurs répartis dans 168 groupements. En février 1941, ils sont 47 290 répartis dans 192 groupements. La majorité des travailleurs étrangers sont espagnols. Ils sont ainsi 32 000 sur les 39 000 travailleurs de GTE à l'été 1942. De nombreux GTE sont organisés par nationalité.
Et les groupements espagnols sont donc les plus courants, puisque les Espagnols sont les plus nombreux. Le nombre de GTE diminue ensuite à partir de 1943. On supprime ceux qui sont trop isolés et ceux situés dans des zones trop proches des maquis. Nous allons maintenant nous pencher sur la vie quotidienne dans les groupements de travailleurs étrangers. Pour encadrer les travailleurs étrangers, le commissariat à la lutte contre le chômage va créer un service dit de la main-d'œuvre étrangère qui constituera les GTE. Ils sont organisés en 5 puis 6 régions, chacune comprenant plusieurs dizaines de groupements de travailleurs étrangers. Le 29 septembre 1940, un décret fixe les conditions d'encadrement des GTE. Avec la fin des compagnies de travailleurs étrangers, Vichy va être obligé de remplacer l'encadrement militaire par des cadres civils. Chaque GTE sera encadré par un chef de groupe, un adjoint exerçant les fonctions de comptable, 3 ou 4 surveillants. Son effectif théorique doit être de 250 travailleurs étrangers, mais comme on l'a dit, dans les faits, il varie beaucoup. Le commissariat à la lutte contre le chômage, pour les postes de chef de groupement, va avoir recours aux anciens cadres des compagnies de travailleurs étrangers, tous officiers et sous-officiers en voie de démobilisation avec le démantèlement de l'armée française imposée par l'occupant. Les surveillants sont recrutés parmi des civils volontaires embauchés par appel d'offres dans la presse. Ils ne sont pas réellement affectés à la garde du camp puisqu'ils ne sont pas armés. Ils participent plutôt à son fonctionnement interne et accompagnent les travailleurs étrangers sur les principaux chantiers. Au total, environ 1000 agents vont ainsi encadrer 40 000 travailleurs étrangers. Pour le fonctionnement de chaque GTE, jusqu'à 15 travailleurs étrangers peuvent être désignés comme secrétaires, chauffeurs, cuisiniers, interprètes ou encore cordonniers. Pour arriver à un équilibre budgétaire des GTE, les dépenses qu'ils génèrent seront compensées par l'absence de salaire pour les travailleurs étrangers. C'est donc un travail gratuit qui va être exigé d'eux. L'article 4 de la loi du 17 septembre 1940 précise ainsi que les étrangers affectés à ces groupements ne percevront aucun salaire. Il faudra attendre l'arrêté du 18 juin 1943 pour que des salaires soient enfin versés. Ce texte prescrit aussi que les travailleurs étrangers bénéficient d'une assurance sociale, d'un jour de congé par mois, du remboursement des frais médicaux et d'une assurance contre les accidents du travail, le tout garanti par les employeurs. Même si un salaire est versé à partir de 1943, ce salaire toutefois va être amputé de multiples retenues. Allez, prenons l'exemple du 653e GTE d'Égletons. Une brigade de ce GTE est détachée aux travaux du barrage de Sérandon. Les travailleurs étrangers qui construisent le barrage sont tenus d'avoir recours à la cantine du GTE en échange d'un prélèvement de 24 à 25 francs sur leur salaire fixé à 65 francs mensuels, soit à peu près la moitié qui est exigée pour la nourriture. Chaque GTE fonctionne comme une entreprise. Le chef du GTE reçoit des demandes de main-d'œuvre venant des entreprises de la région où il est géographiquement implanté. Il y donne suite, ou non, soit en détachant un titre individuel des travailleurs étrangers auprès de l'entreprise, soit en organisant l'envoi d'une brigade de travailleurs étrangers. Prenons 2 exemples. 98 des 204 travailleurs étrangers du 641e GTE de l'Arche, détachés dans l'agriculture, sont disséminés dans la campagne de Brive, confiés à pratiquement autant d'employeurs. Le 653e GTE d'Égletons envoie, lui, ses travailleurs étrangers sur 13 communes limitrophes de son implantation, réparties en 14 brigades différentes. L'envoi de travailleurs étrangers isolés dans les fermes est fréquent en 1941, puis s'amenuise à partir de 1942. D'autres besoins sont alors jugés plus importants par Vichy. Désormais, les bois, les tourbières, les barrages vont prendre le pas sur l'agriculture. Certains patrons français ont bien saisi l'aubaine d'une main-d'œuvre encadrée, supposée docile et bon marché. Un GTE est composé d'une structure principale, le cantonnement de base, et de détachements dispersés dans la région. Les détachés individuels sont logés chez l'habitant, ceux détachés en brigade sur le lieu de leur chantier. En temps ordinaire, le cantonnement de base d'un GTE ne réunit de jour qu'un petit nombre de personnes, une vingtaine environ, une partie de l'encadrement français,
La quinzaine de travailleurs étrangers affectés à des tâches domestiques, popote, entretien, infirmerie, les malades, les permissionnaires en transit. De nuit, le camp abrite les travailleurs travaillant à proximité et parfois un gros contingent en cours de détachement. Le cantonnement est parfois un bâtiment loué pour l'occasion. Ainsi, le 543e GTE d'Ussel loue en 1941 le château du Teil à 3 km du centre-ville contre le paiement de 2000 francs par mois de loyer. Les travailleurs étrangers détachés en brigade vivent dans des conditions très précaires. Paul Estrade cite l'exemple de José Capdevila qui a travaillé 18 mois dans une brigade de bûcherons sur le plateau de Millevaches. Il travaille pour le compte d'un petit entrepreneur de Bénat avec 3 autres Espagnols. Ils sont payés à la tâche. La moitié de leurs gains vont au 68e GTE dont ils dépendent, qui leur procure le ravitaillement, qui est payant. Il dit n'avoir survécu durant les hivers que grâce aux châtaignes bouillies et au peu de lait, d'œufs et de beurre qu'il achète dans les fermes des environs. Avec ses compagnons, ils dorment dans des cabanes sur des sacs de feuilles de châtaignier et sous des couvertures, à proximité d'un feu constamment réactivé. La main-d'œuvre étrangère s'engage à fournir comme habillement un effet complet avec un béret, une chemise, un caleçon, une paire de chaussures et 2 serviettes. Pour le couchage, un isolateur, une enveloppe de paillasse, 2 sacs, une toile de tente et 2 couvertures. Ça, c'est sur le papier. Le ministère du Travail, dont relèvent les GTE, va se déclarer dans l'impossibilité de fournir des vêtements et des chaussures aux travailleurs étrangers. Il décidera donc que les étrangers en possession d'effets et de chaussures en bon état seront invités à les apporter avec eux en échange d'une indemnité égale à leur valeur. Beaucoup travailleront durant toute leur incorporation dans les GTE avec leurs effets personnels bien vite réduits à l'état de loc. Chaque GTE doit être muni du nécessaire d'un bottier, d'un coiffeur et d'un tailleur, d'un moulin à café, du matériel de cuisine et de 10 marmites pour 25 hommes. Les groupements susceptibles d'être souvent déplacés doivent recevoir 2 camionnettes et une cuisine roulante. En cas de blessure ou de maladie, les travailleurs étrangers ont droit aux soins médicaux et à l'hospitalisation. Les visites et les soins sont assurés par des médecins civils après entente avec le groupement de travailleurs étrangers. Les GTE constituent des ordinaires selon les règles appliquées dans l'armée d'armistice. Tout comme dans l'armée, les travailleurs étrangers auront droit au tabac à titre remboursable. Tous les travailleurs reçoivent une carte d'alimentation. Néanmoins, la nourriture est très souvent insuffisante. Les GTE sont des lieux de privation de liberté. Le courrier des travailleurs étrangers est surveillé. En juillet 1942, le colonel Tavernier, chef des GTE, donne ses instructions pour le contrôle des lettres. Elles doivent être adroitement décachetées et recachetées, sans apposition de bande ni de cachet. Elles ne seront jamais remises ouvertes au destinataire. Pour mieux surveiller les travailleurs étrangers, le service de la main-d'œuvre étrangère va se doter d'un réseau d'informateurs au sein des GTE, le service appelé service autoprotection. Il recrute ses agents parmi les travailleurs eux-mêmes. Le service autoprotection est en lien direct avec la direction de la police des étrangers à Vichy. Les employeurs des travailleurs étrangers détachés sont tenus de signaler tout agissement suspect de leurs travailleurs et sont responsables de leurs actes en cas d'incident. En cas de manquement au règlement, les travailleurs étrangers peuvent être punis. Les punitions dans les GTE vont de la privation de permission à la prison, à l'isolement dans une pièce qui sert de cellule, et à l'envoi dans un GTE disciplinaire. Celui-ci concerne par exemple les auteurs de vol, d'ivresse, de menaces, mais aussi d'indiscipline, de mauvais esprit et de mauvais rendement au travail. Voici un exemple trouvé aux archives départementales. Dans ce cas, c'est la faute d'enfant qui va provoquer la sanction des parents. Le travailleur mentionné ici est envoyé par mesure disciplinaire au camp du Barcarès parce que ses enfants ont refusé par conviction religieuse de saluer le drapeau français dans la cour de leur école. L'absence à l'appel ou le refus des ordres sont punis d'enfermement pour 1 à 10 jours dans une chambre d'isolement, le cachot, sur décision du chef de groupe. Les travailleurs étrangers sont autorisés à quitter leur cantonnement uniquement le soir et dans un rayon de 8 km.
Si le travailleur étranger s'éloigne plus loin ou ne revient pas sous 24 heures, il est considéré comme évadé. Les évadés sont signalés au préfet qui charge la police de leur recherche. En cas d'arrestation de l'évadé, le travailleur étranger est dirigé vers un GTE disciplinaire. S'il récidive, il est transféré au camp répressif du Vernet. De nombreux cas de maltraitance sont rapportés dans ces GTE disciplinaires. À Bagnères de Bigorre, on tond la tête des travailleurs étrangers comme on le fait au Bagnard. À Aubagne, on relève 2 décès après des mauvais traitements. À Égletons, les travailleurs étrangers sont enchaînés 2 par 2, comme c'est alors le cas dans les bagnes français. Dans les GTE disciplinaires, les travailleurs étrangers ne peuvent envoyer qu'une lettre par mois s'ils se conduisent bien. Les permissions sont interdites. On ne sort pas. Les travaux pénibles durent 10 heures par jour. Le salaire est gardé par le chef du GTE disciplinaire pour constituer un pécule remis au travailleur à sa sortie. Tous les surveillants des GTE disciplinaires sont systématiquement armés. Le 2 janvier 1942, une circulaire impose d'incorporer dans les GTE tous les étrangers de confession juive entrés en France après le 1er janvier 1936. Ils sont à diriger vers des GTE qui regroupent uniquement les personnes de confession juive, les GTE dits palestiniens qui seront au nombre de 8. Du fait de la complexité du système des GTE et de la désorganisation générale, une partie des étrangers de confession juive resteront toutefois dans des GTE dits classiques. Le 12 janvier 1942, une note interne d'Henri Maud, chef des GTE, précise aussi qu'il faut veiller à ce que les étrangers de confession juive ne soient pas placés dans des formations diffuses, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas placés chez des paysans seuls ou en petits groupes, mais dans des camps surveillés uniquement. En quelques mois, ces 8 GTE palestiniens vont rassembler 1 millier d'étrangers juifs. Puis arrive la déportation d'août 1942. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh bien, elle est organisée par Vichy sans que les Allemands ne l'aient demandé pour complaire à l'occupant. Le 11 août 1942, une réunion a lieu au cabinet de la police des étrangers. Son chef, Yves Fourcade, y rencontre le colonel Tavernier, chef des GTE, et Gilbert Lesage, chef du service social des étrangers. Au cours de cette réunion, la date de la déportation des travailleurs étrangers juifs est fixée. Ce sera aux environs du 23 août. Leur destination va être aussi établie. Ils seront acheminés sur la zone occupée comme point de première destination. Le compte-rendu de cette réunion conclut que le plus grand secret est recommandé. Le 15 août, les chefs de groupement des GTE reçoivent une note du secrétaire général à la police, René Bousquet, sur les modalités de la rafle à mettre en œuvre. Il faudra garder les travailleurs étrangers juifs et veiller par tous les moyens à ce qu'ils ne s'en aillent pas. Solliciter s'il le faut tout concours extérieur, alerter gendarmerie, préfecture, attendre que les camions de la police viennent les cueillir au petit matin. Je voudrais, écrit René Bousquet, vous convaincre de la gravité du problème à résoudre, qui est très difficile et qui ne doit pas rater. Les déportations des travailleurs étrangers juifs débutent en août par leur transfert des GTE vers un camp d'internement en train ou en autobus. Les hommes y retrouvent leurs familles dont ils sont séparés depuis des mois. Ces retrouvailles visent à éviter les évasions. Un exemple, le 23 août, 8 autobus ramènent 175 travailleurs étrangers juifs du GTE 143 à Rivesaltes. Une fois arrivés dans les camps d'internement, les juifs des GTE sont isolés du reste du camp dans des baraques entourées d'une clôture de barbelés. C'est ce que relate Charles Weglein, un réfugié allemand pour le camp de Sept-Fonds le 15 août 1942. Parfois, les internés sont prévenus à temps et s'évadent avant la déportation. Ainsi, dans le GTE 321, à Chanac en Lozère, un rapport des renseignements généraux relate que les travailleurs étrangers juifs ont été prévenus par le médecin du groupe, le docteur Wollenberg, lequel sera déporté à Drancy fin août 1942. Combien de travailleurs étrangers de confession juive des GTE ont été déportés ? Le chiffre exact est difficile à établir. Au total, selon le commissariat à la lutte contre le chômage,
1406 juifs partent à la fin août des camps d'internement du sud de la France à destination de Drancy, puis d'Auschwitz. Serge Klarsfeld, quant à lui, recense 1184 travailleurs juifs arrivés à Drancy et partis avec les convois 24, 25 et 26 à destination d'Auschwitz. Presque tous ont été gazés à leur arrivée. Des 3000 personnes de ces 3 convois, il n'y a eu que 49 survivants en 1945. Pour faire face à la menace d'un débarquement allié, Hitler donne l'ordre de fortifier les littoraux. Il va falloir construire des milliers de blocos sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ce gigantesque chantier de construction est confié à l'organisation Todt. Cet organisme allemand va exiger du ministère du Travail de Vichy la livraison de milliers de travailleurs. Ceux-ci seront prélevés dans les GTE parce que Vichy préfère exposer des étrangers au bombardement allié des chantiers de l'organisation Todt et préserver les travailleurs français. Dès novembre 1942, la police allemande intervient dans les GTE en zone sud et envoie des travailleurs sur les chantiers du mur de l'Atlantique. Sur ordre de la Gestapo, la police allemande cerne les GTE, demande aux travailleurs de faire leurs bagages et les fait embarquer dans des camions, comme c'est le cas par exemple à Riom pour un GTE belge. En octobre 1943, 9000 travailleurs étrangers sont mutés à l'organisation Todt dans les 2 zones. En novembre, ils sont encore 8000. Cette obligation de rejoindre les chantiers du mur de l'Atlantique va accélérer le nombre des évasions parmi les GTE. Dès 1942 se crée sur les chantiers du barrage de l'Aigle, à Mauriac dans le Cantal, un réseau de résistance, le réseau Didier, composé d'élèves des ponts et chaussées réfractaires au STO. Ce chantier accueille aussi de nombreux travailleurs des GTE qui vont spontanément rejoindre le réseau. Un maquis composé d'anarchistes espagnols se constitue au même moment au Puy-Violent dans le Cantal et va rejoindre les forces françaises de l'intérieur. À mesure que les défaites allemandes s'enchaînent, les travailleurs étrangers étalent de plus en plus leur satisfaction de voir la défaite approcher. En février 1944, les autorités allemandes constatent pour la première fois que beaucoup de déserteurs des GTE rejoignent la résistance. À partir de juillet 1944, les GTE sont régulièrement attaqués par les maquis qui se servent dans leur matériel pour compléter leur propre équipement. Au passage, ils détruisent aussi les dossiers individuels des travailleurs étrangers qui pourraient permettre de les retrouver à la suite de leur évasion et de les identifier. La liste du matériel volé est impressionnante. Parfois, les travailleurs étrangers rejoignent collectivement la résistance. Ainsi, dans le GTE 518, à Buzy, une dizaine de réfractaires pénètrent de nuit dans le cantonnement et parviennent à faire déserter 74 travailleurs de ce GTE. En février 1944, le secrétaire d'État à la main-d'œuvre étrangère demande au préfet de mettre à la disposition de l'occupant le plus grand nombre d'étrangers possible. En juillet 1944, la police de Vichy envisage finalement le rassemblement de tous les GTE dans des camps d'internement. Puis viennent les débarquements et la libération de Paris. À mesure que le territoire national est libéré, les initiatives des préfectures pour libérer les travailleurs étrangers vont se multiplier. En novembre 1944, le nouveau chef de la main-d'œuvre étrangère s'adresse au chef de groupement des GTE. Tous les travailleurs étrangers sont à libérer le plus rapidement possible. Les étrangers non libérables resteront attachés à la main-d'œuvre étrangère, rebaptisée Bureau de contrôle départemental, qui devra effacer le mal qui a pu être fait et apporter le bien matériel et moral qu'exige l'esprit d'humanité, selon une note de la main-d'œuvre étrangère datée du 18 novembre 1944. Les baraques des GTE sont améliorées, les dossiers des agents qui ont collaboré vont être attentivement examinés à ce moment-là. Bien que la France soit libérée, les structures des GTE vont continuer d'exister jusqu'à la fin 1945. Beaucoup d'étrangers vont être maintenus dans les GTE et les nouvelles autorités vont mettre du temps à leur délivrer des papiers d'identité.
La dissolution des GTE sera finalement actée par le gouvernement provisoire de la République française le 5 septembre 1944. Les travailleurs étrangers des GTE connaîtront des destins très divers après-guerre. Certains restent en France, d'autres retournent dans leur pays. C'est le cas de certains anciens travailleurs étrangers espagnols après la mort de Franco. Aux archives départementales, j'ai ouvert un gros carton d'archives, le premier dont j'ai entamé la lecture au cours de ce travail, qui contenait les démarches entreprises par plusieurs dizaines d'anciens travailleurs étrangers arrivés à l'âge de la retraite pour obtenir de la préfecture un document attestant de leurs années de travail au sein des GTE, voire pour certains d'abord dans les compagnies de travailleurs étrangers. La plupart du temps, leurs démarches sont restées lettres muettes, la préfecture ne leur répondant que par la nécessité de fournir des preuves écrites de leur passage dans un GTE. Souvenez-vous, les dossiers individuels ont été très souvent détruits par les maquisards. Beaucoup ont donc persisté pendant des années, et puis, lassés, ont laissé tomber leurs recherches, renonçant à une partie de leurs droits à la retraite. Dans les dossiers individuels de ces travailleurs étrangers, on a donc une succession de lettres envoyées par le travailleur à la préfecture, puis de la préfecture au travailleur, demandant des preuves qu'on n'arrive pas à fournir d'un côté comme de l'autre. Le tragique de l'histoire, alors que les archives du GTE Aveyronais sur lequel j'ai travaillé ont bel et bien brûlé, j'ai trouvé aux archives départementales de l'Hérault des listes nominatives des travailleurs de ce GTE. Les traces de l'emploi de ces hommes dans un GTE existaient donc. Problème, les archives ont été dispatchées entre plusieurs centres d'archives départementales après-guerre. Pour ce GTE, j'en ai identifié pas moins de 3. Un imbroglio qui profitera finalement à l'État français, qui n'a jamais versé de retraite à la plupart des anciens travailleurs des groupements de travailleurs étrangers.